Quand on entend le terme défi particulier, on va souvent penser aux élèves qui ont un diagnostic, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Des fois, ce qui m'inquiète, c'est le passage au secondaire. C'est à nous, en tant que prof, de référer certains élèves aux responsables des espaces réussite. Avec un suivi en orthopédagogie, les difficultés peuvent s'atténuer. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire. Cette semaine à l'émission, nous abordons la transition de l'école primaire à l'école secondaire pour les enfants ayant un ou plusieurs défis particuliers. Nous découvrirons ensemble les ressources et les outils disponibles afin que ce passage scolaire se fasse tout en douceur, autant pour les enfants que pour les parents. Pour nous aider dans ce processus, nous recevrons Sophie Ginanji, orthopédagogue et cofondatrice de Brio-Pédagogie, un centre d'apprentissage qui a pour mission de contribuer à la réussite scolaire des enfants et des adolescents présentant des troubles et des difficultés d'apprentissage. Bonne émission! Bonjour Sophie. Bonjour. Quel est le rôle d'un orthopédagogue dans une école secondaire? Une orthopédagogue, son rôle, c'est surtout d'évaluer les difficultés et les troubles d'apprentissage, mais c'est aussi d'intervenir, soit en faisant des interventions pédagogiques ou en faisant une rééducation auprès de nos élèves qui ont un défi particulier. Puis on va aller travailler autant en lecture, en écriture qu'en mathématiques. Puis je dirais au secondaire, c'est surtout les fonctions exécutives qu'on va venir ajouter. On va aller travailler ces processus-là de haut niveau avec les élèves. Ça peut être tout un défi pour nos élèves quand ils arrivent au secondaire. Donc, c'est d'être capable de s'organiser, de planifier son temps, d'avoir des bonnes stratégies d'études. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on va aller travailler avec nos élèves. Vous parliez justement d'élèves avec des défis. Comment est-ce qu'on définit un élève qui a des défis particuliers? Quand on entend le terme défi particulier, on va souvent penser aux élèves qui ont un diagnostic, par exemple de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. On peut parler d'élèves qui ont simplement des difficultés aussi d'apprentissage. C'est sûr, il faut bien distinguer les troubles d'apprentissage des difficultés d'apprentissage. Donc, les élèves qui ont un trouble d'apprentissage, ils ont des difficultés qui vont persister dans le temps, malgré une rééducation en orthopédagogie. Puis ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, ça peut être temporaire là, comme difficulté. Puis avec un suivi en orthopédagogie, les difficultés peuvent s'atténuer. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un diagnostic pour faire affaire avec vous. Non, c'est vraiment les besoins de l'élève là, qui vont être pris en compte pour savoir là, si on leur donne accès à des services et des mesures. Quelles sont les étapes pour parvenir à avoir un plan d'intervention dans une école secondaire? C'est certain, s'il y a déjà eu un plan d'intervention au primaire, il va être reconduit au secondaire. C'est sûr que l'orthopédagogue va prendre le temps d'analyser le dossier, puis il va par la suite le rédiger, le plan d'intervention qui va être adapté pour le secondaire. Sinon, il peut y avoir un plan d'intervention qui peut être construit là, en cours d'année. Donc, ça peut être à la demande des parents ou encore de l'équipe école. Puis à ce moment-là, l'orthopédagogue va rencontrer là, l'élève pour analyser ses besoins. Puis il va aller par la suite venir écrire les objectifs et les moyens à venir inscrire là, dans le plan d'intervention. Puis ce plan d'intervention-là va être au centre là, de l'intervention là, qu'il va avoir avec l'élève pendant son parcours scolaire. Moi, mon défi que j'ai, c'est d'apprendre à mieux me connaître et de trouver des solutions pour réussir à m'améliorer dans ce que je fais. J'ai un déficit de l'attention. J'ai de la misère à me concentrer. Et surtout quand il y a du bruit de tondeuse dehors, c'est les choses comme ça du quotidien qui pourraient me déranger. C'est ça. Là. C'est la dyslexie et la dysorthographie. J'ai un TDAH, donc ça me prend beaucoup plus de concentration pour réussir dans mes travaux scolaires. Ma cocotte de 10 ans a un TDAH et un trouble du langage. Elle est dans une classe particulière, puis elle a beaucoup de défis, mais si vous saviez toutes les forces qu'elle a, puis elle vit bien avec ça, elle le sait. Puis je pense que de le savoir, bien ça l'aide justement
à passer au travers ce défi-là puis à surmonter les étapes qu'elle a surmontées. Akimi, elle est vraiment très bien encadrée à l'école. Elle a des enseignantes platines, vraiment. Puis il y a toujours un suivi en orthophonie avec un orthopédagogue. Puis les enseignantes, c'est des petits groupes. Donc, elle est toujours vraiment bien accompagnée. Puis la communication avec l'enseignante et moi, on a beaucoup plus de temps, puis ça, c'est vraiment intéressant. Des fois, ce qui m'inquiète, c'est le passage au secondaire. Est-ce qu'elle va être aussi bien encadrée que ça? Mais sauf que je suis consciente qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle soit un petit peu plus autonome. Donc, de pair avec l'enseignante, bien, on travaille ça justement pour qu'elle développe son autonomie. Une fois l'enfant rendu au secondaire, quels sont les outils à la disposition des parents pour faciliter leur implication puis l'aider avec ses défis particuliers? Je dirais, ce qui est le plus utile pour les parents, c'est vraiment la collaboration avec l'équipe école. C'est eux qui vont être les mieux placés pour venir les aider, les guider dans leur implication avec leur enfant. Aussi, là, c'est sûr que dans toute école, là, il y a une plateforme où les parents peuvent aller chercher des informations, par exemple sur les résultats scolaires de leur enfant, sur les manquements, par exemple les devoirs non faits, les retards, même les difficultés de comportement que leur enfant peut avoir en classe. Donc ça, c'est sûr que ça peut être très aidant pour les parents. L'orthopédagogue peut être aussi une ressource clé pour les guider sur les interventions à faire à la maison pour aider leur enfant à progresser, que ce soit en français, en mathématiques, que ça soit aussi dans l'ensemble des matières. Si un élève du primaire n'a jamais eu de diagnostic, est-ce qu'il peut quand même bénéficier des services d'un orthopédagogue? Si oui, on y verrait avec quel genre de service? Oui, il peut recevoir des services d'une orthopédagogue. Donc, c'est sûr que c'est important de comprendre que c'est pas le diagnostic qui est important pour avoir accès à des services. C'est vraiment les besoins de l'élève qui vont être pris en compte. Ça peut être un suivi en orthopédagogie, ça peut être aussi d'avoir des mesures adaptatives comme l'utilisation des outils technologiques. Ça peut être bénéficier d'un tiers de temps supplémentaire pour faire ses examens. Donc, tout ça, on n'est pas obligé d'avoir un diagnostic pour avoir droit à cette aide-là. Il y a quelqu'un qui m'apporte de l'aide, mon TES que je suis une fois par semaine. Je vais le voir, des rencontres d'à peu près 45 minutes avec lui. Puis ça me permet de me gérer moi. Je trouve des nouveaux trucs pour m'aider à mon développement scolaire et à me gérer moi-même et les autres. Mes trucs que j'utilise, c'est mon ordi, WorkQ, Antidote. J'ai des places préférentielles, j'ai du tiers-temps en plus dans mes examens. J'ai des amis qui ont des difficultés, qui utilisent un ordi pour faire des productions écrites. C'est quand même très accepté, fait que c'est bien pour eux, là. Moi, il y a 3 personnes dans ma classe qui ont besoin d'ordinateur pour les aider à travailler. Ça va être le même genre la même matière, mais ça ne sera pas exactement la même activité. Puis moi, il y en a une, puis elle fait pas mal tout ce qu'on fait. C'est juste qu'en lecture, puis en dictée, elle fait avec son ordi. Dans l'espace réussite, comment ça fonctionne? Au collège où on travaille, c'est à nous, en tant que prof de français, en tant que prof de mathématiques, de signaler aux responsables des espaces réussite de référer certains élèves. Je crois que c'est 6 à 8 maximum et ça se déroule sur l'heure du midi. C'est un enseignant spécialiste, évidemment, soit un enseignant de français ou un enseignant de mathématiques là, qui est en charge et on cible vraiment des défis particuliers. Les élèves qui sont ciblés ne sont pas obligés, c'est vraiment une volonté. L'élève donne son accord parce qu'on sait très bien que si un élève est obligé de venir à l'espace réussite sur l'heure du midi, qui, soit dit en passant, est super important pour un jeune, bien, ça ne fonctionnerait pas. Vous êtes cofondatrice de la clinique Plio Pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Oui, le centre d'apprentissage Brio-Pédagogie, je l'ai fondé avec mon associé Samantha Tétrault il y a 5 ans. Puis on a 2 volets, donc on travaille autant au centre d'apprentissage, ça peut être les soirs de semaine ou la fin de semaine, mais on offre aussi nos services dans plusieurs écoles primaires et secondaires. Donc ça permet aux jeunes de recevoir les services dans leur école sans qu'ils aient à se déplacer là, après les heures de classe ou la fin de semaine pour avoir leur suivi en orthopédagogie. Donc ça peut être vraiment aidant là, pour les élèves et leurs parents. En classe, j'écoute pas vraiment parce que je suis comme déconcentrée par autre chose. Ou souvent, j'ai un peu trop d'énergie, fait que j'arrive comme pas à me contrôler en termes d'énergie. Mon médecin m'a prescrit du médicament pour ça, mais aussi on a comme pris une affaire, c'est comme un petit truc, il y a des boutons, puis tu peux jouer avec, fait que ça m'aide à me concentrer. Et moi, ce que je remarque avec les jeunes où l'attention est limitée, ça prend vraiment des étapes. Leur demander de répéter dans leurs mots les consignes. Ou tu sais, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Est-ce que tu le sais? Peux-tu me le dire? Qu'est-ce que vous avez à faire? Et faire attention aussi de ne pas toujours poser des questions à la classe et d'attendre qu'on lève la main, parce que ça va toujours être les mêmes qui vont lever la main. Alors, c'est important d'aller chercher tout le monde. Il y a aussi, je trouve que les jeunes, 1h15, rester assis tout le long. Mais moi, j'ai un très, très grand local où j'enseigne l'art dramatique, le théâtre. Alors, ça bouge, je les fais bouger. Même des fois, un réchauffement en début de période. Ils n'ont pas des chaises, c'est des cubes. Il y en a des fois qui sont tannés. Lève-toi debout. Tu sais, quand c'est bien installé puis que la gestion de classe est solide et là, bien, on peut se permettre de faire ça là, avec nos élèves. Maintenant, on a ça en tête. Je pense que moi, j'ai commencé, ça fait 20 ans, puis j'avais moins ça en tête il y a 20 ans. Là, ça reste là. Fait que quand tu planifies ton cours, tu le planifies en fonction de ça. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit sur les étapes pour un passage réussi du primaire vers le secondaire pour les enfants ayant des défis particuliers, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. Vous y trouverez également des détails sur nos prochaines émissions. De plus, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!